Du 65e anniversaire de l'armée malienne, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, a rendu hommage au père fondateur de l'armée malienne et salué la bravoure des forces combattantes. Nous l'écouterons dès le début de cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bonsoir à tous. La montée en puissance des forces armées maliennes se poursuit. Elle est portée et surtout incarnée par une volonté politique affirmée au plus haut sommet de l'État. Demain, 20 janvier, le Mali célèbre son armée. Je vous invite à suivre le discours à la nation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées. Prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peu, un but, une fois, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, en cette date symbolique du 20 janvier, j'ai une pensée pour les pères fondateurs de notre vaillante armée et ceux dont les efforts nous valent la grandeur d'aujourd'hui. Il y a 65 ans, naissait l'armée malienne à la suite d'une décision politique forte du président Modibo Keïta de faire évacuer les forces étrangères restées après notre indépendance. Cette date anniversaire demeure donc un moment de communion entre le peuple et son armée. Plus qu'une simple commémoration, le 20 janvier est également un moment d'examen collectif, de conscience, de gratitude profonde à l'endroit de ces braves femmes et hommes qui portent avec honneur et constante les couleurs de la nation, tout en se dédiant à la défense du territoire et à la protection des personnes et des biens. J'ai saisi cette occasion pour m'incliner solennellement devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur, à leurs familles. Nous exprimons la reconnaissance éternelle de la nation. Aux blessés, je souhaite un prompt rétablissement. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, il me plaît de rappeler ici que l'armée continue d'encourager des succès sur les différentes théâtres d'opération. En effet, les réformes indispensables engagées au profit des forces armées et de sécurité nous ont permis de disposer d'une armée aguerrie et professionnelle, avec des capacités opérationnelles nettement améliorées. La création de nouvelles unités combattantes, plus flexibles, découle de notre volonté permanente d'adapter les potentiels militaires
à la nature de la menace. Cette nouvelle posture constitue une avancée majeure, tant elle contribue à la consolidation du dispositif opérationnel existant, mais améliore également la gestion du cycle opérationnel au regard de l'intensité des engagements. Je salue les efforts du gouvernement pour le maintien du rythme d'acquisition des équipements indispensables au profit des différentes armées. La dynamique opérationnelle a changé de manière décisive avec des équipements modernes, des effectifs renforcés, une formation exigeante, une doctrine qui s'adapte à la nature évolutive des menaces de notre époque. La montée en puissance des FAMA est désormais indéniable. En 2026, cette tendance se poursuivra avec détermination à travers l'accroissement des effectifs, la création de nouvelles unités pour assurer une protection de proximité à nos populations. De nouveaux camps verront le jour, notamment à Douila, à Nyoro et à Konobougou, consolidant ainsi la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. Le génie militaire, doté de moyens accrus, participera à la construction d'infrastructures essentielles au développement. Le démarrage de l'industrie militaire nationale marquera une étape décisive vers l'autonomie stratégique. L'opérationnalisation prochaine de l'hôpital militaire de Banankoro, également hôpital d'instruction, contribuera au renforcement du dispositif sanitaire déjà existant et réduira sensiblement les évacuations sanitaires vers l'étranger. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, nous gardons en mémoire le défilé militaire du 22 septembre 2025, moment de fierté nationale où l'armée et le peuple ont communié dans une même espérance. Ce moment a également permis de magnifier les efforts consentis par le peuple malien pour son outil de défense. Sur le terrain, les résultats sont éloquents. Nos opérations ont permis de démanteler des sanctuaires terroristes, de sécuriser des zones vitales, de neutraliser des chefs terroristes et de provoquer l'application d'autres. Dans ce cadre, et conformément aux exigences de notre contexte, la poursuite du plan de Gokuloko demeure une priorité, avec le redéploiement d'efforts sur l'ensemble du territoire national et la conduite avec détermination et professionnalisme des opérations majeures qui en découlent, notamment qu'elle est équipée pour la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes. L'opération de Gokuloko a enregistré des succès majeurs, favorisant le retour progressif des services sociaux de base dans les zones libérées. Je voudrais ici adresser à nos forces armées et de sécurité mes vives félicitations et leur témoigner la reconnaissance de la nation pour la sécurisation exemplaire de la bien-être artistique et culturelle et pour leur contribution au succès de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES, ainsi que la protection héroïque
des convois de ravitaillement en carburant, assurant la résilience de notre économie face aux tentatives d'asphyxie. Leur bravoure honore la nation et porte les germes d'un lendemain meilleur pour notre pays. Je note avec satisfaction la conduite par les forces armées et de sécurité des activités civilo-militaires en faveur des populations à l'occasion des engagements. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, mes chers compatriotes, nous ne sommes plus dans une guerre classique, nous faisons face à une guerre hybride, mouvante, insidieuse, qui épouse les contours de la géopolitique mondiale et les intérêts cyniques des sponsors étatiques. Les groupes terroristes, avec l'appui de ces sponsors, ont changé de mode opératoire. Leur objectif est désormais de viser nos infrastructures stratégiques et d'étouffer notre économie. La bataille ne se passe plus uniquement sur le terrain militaire, elle se joue aussi dans les esprits. La désinformation, la manipulation, les campagnes de démoralisation sont devenues des armes transformant de fait le champ informationnel en un véritable théâtre d'opération. Face à cette nouvelle donne, notre armée s'est adaptée. Elle a renforcé son dispositif de communication en modernisant ses méthodes. Le renforcement des capacités de nos forces armées ne se limite pas à l'acquisition d'équipements. Il répond à une vision politique globale, celle d'un Mali fort, stable et souverain. La création d'une web TV et d'une radio au profit des femmes répond à une volonté politique forte, celle de parler directement à notre peuple, renforcer la confiance et mettre fin aux rumeurs et aux manipulations qui cherchent à fragiliser la nation dans ses fondements mêmes. Et j'exhorte par la même occasion tous les acteurs impliqués dans la bataille informationnelle à redoubler d'efforts et de vigilance face à la désinformation et à la manipulation. Sur le plan de la modernisation, la digitalisation de l'administration, avec la finalisation du système d'information de gestion du personnel de la défense, marque une étape décisive vers une gouvernance plus transparente avec une plus grande maîtrise de nos effectifs. Sur cette lancée de modernisation, l'année 2025 a également été marquée par l'organisation à Bamako de la première édition du Salon BAMEX dédié à la défense et à la sécurité. Cette initiative a constitué une vitrine de notre ambition technologique et a servi de cadre de rencontre entre nos forces et les industriels du secteur, en vue de renforcer l'équipement, la formation, le partage d'expériences et la coopération avec des partenaires respectifs de nos choix, au service de la lutte contre le terrorisme. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, dans le cadre de la coopération au sein de l'AIS, les forces armées et de sécurité ont conduit d'importantes opérations coordonnées avec les pays frères de la Confédération des États du Sahel. La coopération renforcée
entre nos forces armées est un levier déterminant pour éradiquer la menace terroriste et répondre aux défis transfrontaliers. L'opérationnalisation le 20 décembre 2025 de la force unifiée de l'AES et la validation des documents stratégiques fondamentaux traduisent notre volonté commune de bâtir une sécurité collective durable, fondée sur la solidarité, l'intégration et l'affirmation souveraine de nos États, conformément à la charte du Liptako-Gourmand et au traité de la Confédération AES. À nos soldats, où qu'ils se trouvent, sachez que vous êtes les gardiens de la patrie. La nation vous regarde. La nation croit en vous. La nation compte sur vous. Elle vous sera toujours reconnaissante. Tout coup porté à l'ennemi, chaque victoire remportée est une lueur d'espoir dans la marche glorieuse de notre pays vers un avenir sûr et une lumière sur le chemin de la pacification totale du pays. C'est sur cette note d'espoir que je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de l'armée dans un Mali uni, prospère et pacifié. Vive les forces armées et de sécurité au service de la nation. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous réunis. Un but, une fois, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Voyons ensemble la synthèse du discours du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à l'occasion du 65e anniversaire de l'armée malienne. C'est avec Mahamadou Koné. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. Les forces armées maliennes célèbrent leur 65e anniversaire dans un contexte de renforcement des capacités en termes d'équipement et de personnel, ce qui leur permet d'engranger des résultats remarquables et de faire face aux défis du moment. C'est donc avec beaucoup de confiance que le président de la transition considère le 20 janvier non pas comme une simple commémoration, mais un moment de communion et de gratitude envers ceux qui se sacrifient pour défendre le territoire national et protéger les personnes et les biens. Le chef suprême des armées renouvelle la reconnaissance du peuple à l'endroit des pères fondateurs de l'armée malienne en saluant la mémoire de tous les soldats tombés au champ d'honneur et en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Pour le général d'armée Assimi Goïta, les performances actuelles des forces d'armée sont le résultat de réformes entreprises par les autorités et qui ont permis d'avoir aujourd'hui une armée aguerrie et professionnelle. Il ajoute que le travail se poursuivra avec la création de nouvelles unités combattantes, l'acquisition de nouveaux équipements modernes, le renforcement du personnel avec une bonne formation. Le chef suprême des armées annonce le démarrage prochain de l'industrie militaire nationale en se félicitant de l'organisation récente au Mali du salon BAMEX qui a été un cadre de rencontre entre nos forces et les industriels du secteur.
De nouveaux camps militaires verront le jour à Dioïla, Nioro et Konobougou, précise-t-il, alors que les génies militaires devraient participer véritablement à la construction d'infrastructures essentielles. Une autre satisfaction du président Goïta, c'est l'hôpital militaire de Banankoro, dont l'opérationnalisation réduira les évacuations sanitaires. Les opérations du Kokoloko et Keletigi ont permis de démanteler des sanctuaires terroristes en neutralisant certains de leurs chefs, sans compter ceux qui n'ont eu d'autre choix que de se rendre en déposant les armes. Par ailleurs, le président de la transition félicite les forces armées et de sécurité et leur témoigne la reconnaissance de la nation pour la sécurisation exemplaire de la Biennale artistique et culturelle de Tombouctou, leur contribution dans la réussite de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AIS, ainsi que leur engagement dans la protection des convois de ravitaillement du pays en carburant. Le général d'armée Assimi Goïta dénonce la guerre hybride des groupes terroristes et leurs sponsors étatiques contre le Mali. Ces ennemis de la paix se mettent dans la désinformation et la manipulation pour créer la panique chez la population. Mais le Mali et son armée s'adaptent. Le président en veut pour preuve le renforcement du dispositif de communication de l'armée avec la création notamment d'une web TV et d'une radio. Il invite par la même occasion tous les acteurs impliqués dans la bataille médiatique à redoubler d'efforts et de vigilance pour faire face aux rumeurs de toutes sortes. L'armée malienne, c'est aussi la digitalisation du système d'information et de gestion du personnel de la défense. Un processus considéré par le chef de l'État comme une étape décisive vers une gouvernance plus transparente. Dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, le chef suprême des armées se réjouit de l'opérationnalisation le 20 décembre dernier de la force unifiée de l'AIS. En terminant son discours, le général d'armée Assimi Goïta a renouvelé la confiance de la nation en son armée en affirmant que tout coup porté à l'ennemi, chaque victoire remportée constitue une lueur d'espoir dans la marche glorieuse de notre pays. Vive les forces armées et de sécurité au service de la nation. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Une synthèse signée Mahamadou Koné. Et comme cadeau de 20 janvier, le génie militaire vient de bénéficier d'un important lot de matériel et d'équipement. La remise symbolique s'est déroulée au camp Sundiata de Kati. En principe, nous allons voir ce reportage de Garibou Pérou au cours de cette édition. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, dans ce communiqué, nous informe en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mardi 20 janvier 2026, fête de l'armée, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. À l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux ce 19 janvier 2026 à Koulouba, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a fixé le cap pour l'espace médiatique malien entre les réformes législatives audacieuses annoncées par la HAC, le plaidoyer pour le financement de l'ERTM porté par le Comité national de l'égal accès aux médias d'État et les appels à une responsabilité accrue face à la guerre de l'information de la maison de la presse. Les acteurs de la communication se mobilisent pour faire de la plume un rempart de la souveraineté nationale et au sein de l'AIS. Voyons tout cela avec Alousseini Touré. Dans un climat marqué par les défis de la transition, le monde des médias se réunit autour du chef de l'État. Une année 2025 éprouvante s'achève entre crise énergétique et pression médiatique internationale, mais pour les acteurs nationaux, l'heure est à la résilience et au patriotisme. La HAC affiche ses ambitions pour 2026, une régulation audacieuse et souveraine. 7 nouveaux projets de texte sont sur la table. Parmi les mesures phares, l'encadrement des influenceurs de plus de 15 000 abonnés, soumis désormais aux règles de la communication publique et une surveillance accrue des fréquences étrangères. Dans le souci d'actualisation et d'adaptation du cadre législatif et réglementaire de la régulation, 7 projets de textes ont été élaborés en étroite collaboration avec tous les acteurs du monde des médias. Ces projets de textes portés par le ministère en charge de la communication ont, suite à vos hautes instructions, déjà franchi l'étape des réunions interministérielles et celle du comité de coordination des secrétaires généraux courant 2024 et attendent leur adoption par le Conseil des ministres. Les 10 projets, une fois adoptés, permettront, entre autres,
de mieux asseoir les missions de régulation de la HAC, notamment par l'octroi de la compétence de délivrer et de retirer la carte de presse. Soulignons à cet effet que les textes actuels ne permettent à la HAC, en cas de faute avérée, que de sanctionner l'organe médiatique, mais pas le journaliste auteur du fait reproché. Les innovations proposées dans les nouveaux textes permettront également à la HAC de réguler les réseaux sociaux en appliquant les textes de la régulation à tout internaute suivi par au moins 15 000 personnes, seuil à partir duquel nous estimons que les communications sur les réseaux ne sont plus privées. Enfin, l'adoption des projets de texte permettra d'avoir un organe unique de régulation des médias privés et publics au Mali, comme c'est le cas dans toute la sous-région. De son côté, la Maison de la Presse, par la voix de Bandiougou Danté, rappelle que le combat contre la désinformation est une lutte collective qui doit concerner chaque acteur médiatique ou non. L'accent doit être mis sur le renforcement des capacités des acteurs de la presse, cela d'autant plus que ceux d'en face héritent de moyens importants et ne lésinent pas sur les méthodes. La bataille contre la désinformation est l'une des batailles décisives de notre époque. C'est une bataille pour le cœur et les esprits. Et c'est une bataille que nous pouvons gagner, que nous devons gagner et que nous gagnerons, plaise à Dieu. Nous avons parfois exprimé des désaccords, mais toujours dans le respect et avec la ferme volonté de construire ensemble. Cette démarche responsable a certainement valu à la Maison de la Presse une lettre de félicitations du ministre chargé de la communication, une reconnaissance morale dont nous nous réjouissons et pour laquelle nous le remercions. Il est cependant permis d'envisager qu'une mise à disposition effective par le ministre des Finances et de l'Économie de l'aide publique à la presse cumulée sur les 5 dernières années nous aurait donné un souffle nouveau dans notre combat quotidien contre la désinformation et les discours de haine. Pour le Comité national de l'égal accès aux médias d'État, l'avenir se joue désormais au sein de l'AES. La naissance d'un pôle médiatique régional avec Bamako comme pivot de la télévision est saluée comme une victoire stratégique. Mais une ombre demeure, le financement des médias publics maliens. Notre pays, malgré toutes les formes de pression, est resté fidèle à cette ligne de la souveraineté que nous partageons pleinement avec l'ensemble des pays de l'AES. Au CNAME, nous avons été particulièrement ravis de la naissance des médias de l'AES. La télévision qui émettra depuis Bamako, la radio qui diffusera depuis Ouagadougou et la presse écrite qui sera éditée depuis Niamey. Ces médias, nous en sommes certains, renforceront le ciment de l'unité de l'AES. Pour la télévision depuis Bamako, nous avons conscience en sa réussite parce qu'elle est bien née. 3 présidents, chefs d'État, main dans la main, unis par un même idéal, l'unité de l'AES, la prospérité pour les peuples de l'AES, la sauvegarde de notre souveraineté ont assisté au baptême de cette télévision. Permettez-nous d'insister sur le financement des médias publics, notamment l'ORTM, qui, au-delà de ce qui peut se dire aujourd'hui, manque cruellement de moyens. Et sans moyens, elle ne peut pleinement jouer son rôle d'accompagnement des autorités dans la construction du Mali courant. Face à ces doléances, le chef de l'État a tranché. La liberté de la presse est indissociable de la responsabilité nationale. Le président de la transition appelle à faire bloc contre la manipulation. Il est temps, plus que jamais, de faire bloc contre les nouvelles formes d'agression, car la finalité de ces offensives médiatiques est connue. Il s'agit en effet de délégitimer les institutions, de dresser les citoyens les uns contre les autres, d'alimenter la défiance et de freiner l'élan de refondation. Vos responsabilités demeurent essentielles dans un environnement où la manipulation, la propagande et les ingérences numériques se multiplient. Votre action
contribuent à préserver l'intégrité de notre espace public, à rendre crédible notre pays et à garder l'équilibre nécessaire entre liberté et responsabilité. J'invite donc les médias, comme l'ensemble des acteurs de l'espace numérique, à mesurer la portée de chaque publication, à distinguer l'information vérifiée de la rumeur, le commentaire du fait, la critique du dénigrement et l'enquête de l'instrumentalisation. C'est le lieu et l'occasion de reconnaître et de magnifier les efforts immenses consentis par les professionnels de l'information et de la communication dans l'accomplissement de leur mission en dépit des conditions difficiles, parfois précaires. Cette résilience mérite d'être saluée. Entre réformes législatives strictes, nouvelles taxes pour protéger le marché local et appel au soutien financier de l'État, les médias maliens entament 2026 avec une feuille de route claire, servir le Malikoura avec rigueur et patriotisme. Une année de consolidation des acquis commence sous le signe de l'unité entre le fusil et la plume. La célébration du 20 janvier, largement développée dans ce journal, nous allons retrouver Bemba Sibi du côté de la place du génie militaire à présent pour ouvrir cette large parenthèse sur les acquis et perspectives de l'armée malienne, tous secteurs confondus. Bemba Sibi, bonsoir et c'est à vous l'antenne. Oui, bonsoir Nyanya Aliou Traoré, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous l'avez dit, nous sommes sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. C'est ici que le président de la transition, chef suprême des armées, présidera demain 20 janvier la prise d'armes. Nous ouvrons cette page spéciale consacrée au 65e anniversaire de la création de l'armée malienne, une armée qui a effectué en 5 ans des réformes en profondeur par un dossier sur le génie militaire. Dans ses missions régaliennes, l'armée compte et s'appuie sur l'expertise du génie militaire pour ouvrir la voie quoi qu'il en coûte. Le génie militaire s'impose comme le bras bâtisseur de l'armée, équipé de matériel de dernière génération et formé aux technologies de pointe. Ces soldats ingénieurs interviennent sur beaucoup de chantiers, des chantiers sous haute protection, au convoi énergétique, immersion au cœur d'une unité qui construit autant qu'elle combat. C'est un dossier signé Aloussene Touré. Sur le front de la crise sécuritaire, ils sont les premiers à ouvrir la voie et les derniers à quitter le chantier. Le génie, c'est à la fois une arme et un service. Donc en tant qu'arme, le génie appuie les unités au combat. Le génie militaire a pour mission aussi la réalisation, le suivi, l'entretien du domaine et des infrastructures militaires. Le génie a pour mission aussi de former le personnel, aussi d'assurer l'entretien et la réparation aussi des équipements. Routes, ponts, aménagements agricoles, là où l'insécurité fait reculer les entreprises privées, l'armée prend le relais. À Gao ou à Kidal, le génie travaille sous une bulle sécurisée. La sous-direction génie service s'occupe essentiellement de la partie, tout ce qui est travaux, l'élaboration des dossiers techniques, la conduite, le contrôle. Nous pouvons intervenir pour exécuter. C'était le cas de la sécurisation de l'aéroport par exemple, la sécurisation de l'OMAP, dans la réalisation de la ligne Biterne Manantali-Bamako. Pour les raisons de sécurité, nous avons intervenu au niveau du Baoulé. Et l'autre forme, c'est que nous pouvons intervenir en mission de surveillance, de contrôle. Donc en ce moment, ces travaux sont généralement exécutés par d'autres entreprises, mais nous intervenons pour le suivi et le contrôle de ces travaux. C'est le cas de l'hôpital militaire de Banangoro. On a réalisé 6 régiments à Djema, à San, Bougouni, et nous intervenions pour faire le suivi et le contrôle. Nous sommes dans une situation particulière. Vous avez sûrement remarqué que le génie a été doté de beaucoup de matériel très récemment. C'est surtout pour ça, parce qu'à cause de cette situation, les entreprises civiles ont beaucoup de mal à évoluer
surtout pour les travaux routiers. Cette montée en puissance repose sur un arsenal massif, robots de déminage, stations de concassage et ponts flottants. Un matériel de dernière génération qui exige une formation d'élite. Nous, notre mission première, c'est de participer d'abord à la maintenance préventive qui consiste à maintenir les engins et les véhicules de la direction du génie militaire en bon état de fonctionnement et aussi le suivi de tout ce qui est armement munitions et en collaboration avec les autres structures des forces armées et de sécurité et notamment avec la direction du matériel des hydrocarbures et du transport des armées à mettre à disposition les moyens nécessaires pour le déploiement des unités génie, que ce soit en opérationnel ou en organique. Et nous avons aussi comme mission de participer à tout ce qui est projection des forces du génie militaire. Au-delà de la technique, l'humain reste au cœur de la stratégie. Qu'il s'agisse d'escorter les citernes de carburant pour soulager la crise énergétique ou de dépolluer les zones minées pour protéger les civils. La sous-direction Génie Armes, ses missions passent dans un premier temps d'élaborer bien sûr les programmes de préparation opérationnelle des régiments. Les régiments indirectement relèvent de cette structure et nous en avons 3 présentement, notamment à Bamako ici, le 34e régiment du génie militaire, à Bafou, le 26e régiment du génie et à Gao, qui est le 17e régiment du génie. Donc, nous sommes chargés bien sûr de préparer les hommes à travers bien sûr ces régiments en vue de leur engagement dans les opérations. En plus de ça, nous avons en charge aussi d'organiser et de suivre bien sûr l'instruction au niveau de ces régiments, c'est la va de soi, et de coordonner l'engagement des troupes du génie sur le théâtre des opérations, dans le cadre de l'opération en cours qui est Dougou-Koloko. De l'académisation des cadres à la neutralisation des explosifs, le corps des bâtisseurs s'affirme comme le moteur du développement national. L'école du génie a 3 grands centres de formation. Le premier centre, nous nous trouvons actuellement ici, c'est le centre de formation de déminage et de dépollution qui a été baptisé cher en chef Seran Kouyaté. Le deuxième centre, c'est le centre de formation et d'entraînement nautique. Tout ce qui est opération fluviale, tout ce qui a trait à l'eau, donc nous sommes dans ce centre nautique pour effectivement soulager nos forces armées de défense et de sécurité. Le troisième centre, c'est le centre de formation technique du génie. Actuellement, nous sommes en train même de conduire certaines spécialisations au niveau de Sinou pour ces jeunes qui arrivent de la formation commune de base. Et vous avez vu vous-même des sous-lieutenants actuellement qui sont en spécialisation à notre niveau. Avec le soutien des autorités politiques, le génie a acquis suffisamment de matériel de génie civil, de terrassement, de matériel aussi pour le bitumage, des matériels aussi dans le cadre aussi d'intervention dans le cadre du génie combat, c'est-à-dire les kits pour les interventions en ce qui concerne la neutralisation, la destruction des engins explosifs improvisés et la neutralisation des restes d'explosifs de guerre aussi. Donc nous avons aussi été dotés par des engins, des équipements de franchissement, notamment les Zodiac, et puis aussi il y a une vedette. Donc dans le cadre des travaux aussi de franchissement des coutures humides ou de surveillance aussi nautique. Donc, dans le cadre du respect des dispositions réglementaires de l'État, il y a des quotas pour les femmes. C'est dans ce cadre-là que les femmes sont recrutées. Je voudrais profiter aussi pour parler de la devise du génie. Le génie, comme on dit, c'est construire, parfois détruire et toujours servir. Parlons à présent de ce projet gigantesque de construction de 4000 logements pour les forces de défense et de sécurité lancé par les autorités de la transition en janvier 2022 à la faveur
de la célébration du 61e anniversaire de l'armée malienne. Les travaux qui ont démarré en octobre dernier sont exécutés à 80% selon les responsables du génie militaire. Certaines entreprises ont terminé les travaux, d'autres sont en phase de finition. L'une de nos équipes de reportage s'est rendue sur le chantier pour voir l'évolution des travaux. Les détails avec Siaka Konaté et Mbarakou Maïgam. Une cité militaire est en gestation en face du camp de Kati. La première pierre des 1000 logements pour les femmes a été posée le 20 janvier 2022 par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, en marge de la célébration du 61e anniversaire de l'armée malienne, mais les travaux ont réellement démarré 1 an et 10 mois plus tard, une initiative présidentielle visant à mettre un terme aux logements précaires dans les casernes. Ce projet de 1000 logements à Kati est un vaste projet qui s'étend sur environ 70 hectares dans le but d'améliorer les conditions de vie de nos forces armées. C'est un projet qui a été démarré depuis octobre 2023 et dont la composante est des logements pour les militaires, les officiers, les sous-officiers, les militaires d'Iran, les célibataires pour officiers et aussi un supermarché et un jardin d'enfants. Le projet comporte 3 types de logements. La première catégorie concerne les villas pour les officiers mariés, composées de 3 chambres, d'un salon climatisé et ventilé, d'un garage, d'une capacité de 2 véhicules. Il y a aussi une annexe comprenant une cuisine, un magasin et une toilette extérieure. Les 2 autres types sont destinés aux sous-officiers mariés et militaires des rangs mariés MDR. Il s'agit des appartements à 2 niveaux, composés de 3 chambres, un salon également climatisé et ventilé, une cuisine et une toilette. Il y a 10 entreprises qui travaillent sur le projet et ces entreprises sont en cours et sont très avancées dans le projet. On est en moyenne, certains ont même fini leurs travaux, d'autres sont en cours. Et dans ce projet, la mission de la direction du génie militaire, c'est à peu près de jouer le rôle de maître d'ouvrage délégué. Parce que dans ce projet, en plus des entreprises qui travaillent, il y a aussi un bureau d'études, le bureau Aldi, qui assure la mission de contrôle. Mais tous les travaux au profit de l'armée se font avec l'implication de la direction du génie militaire. Donc, nous jouons souvent le rôle d'exécutant et il nous arrive quelquefois d'assurer la mission de contrôle. Si, comme on travaille avec les entreprises civiles, s'il y a un bureau de contrôle, nous devenons en ce moment le maître d'ouvrage délégué. En fait, nous veillons sur l'exécution des travaux au profit du maître d'ouvrage qui est le ministère de la Défense et des anciens combattants. 9 entreprises sont chargées de la construction des bâtiments. Selon le colonel Ibrahim Taouré, les travaux sont exécutés à 80% car les rythmes diffèrent d'une entreprise à une autre. 3 entreprises ont déjà terminé les travaux. Ce qui nous concerne directement l'entreprise ANA Service, nous, on est en phase de la réception technique. On a fait la demande de la réception technique et on a en cours de faire cette réception-là. C'est un cas où vous terminez à faire des travaux, donc vous faites une correspondance pour dire que vous avez fini avec les travaux. Donc en ce moment, la mission de contrôle avec l'entreprise passe dans les bâtiments pour vérifier s'il y a des malfaçons. Donc s'il y a des malfaçons, on vous demande de corriger ceci avant de passer à la réception provisoire. Nous, on a 11 blocs de 4 logements pour les sous-officiers et on a 7 blocs de 8 logements pour les militaires des rangs, MDR. L'aménagement des caniveaux et les revêtements des voies intérieures sont confiés à un groupement d'entreprises qui compte achever les travaux d'ici le 20 janvier 2026. Nous avons aménagé 19 km de caniveaux et sur le revêtement aussi, nous sommes à 19 400 mètres carrés de revêtement en bitume, en bébé. Nous espérons libérer les chantiers d'ici lundi pour le 20 janvier en fait. Le premier délai contractuel de 12 mois a été prolongé, les travaux ayant connu des suspensions pour diverses raisons, dont la crise de carburant, a rappelé que la réalisation de ces logements fait partie d'un gigantesque projet de construction de 4000 logements au profit des forces de défense et de sécurité financés par le budget national. Le projet concerne au total 80 camps dans 26 villes.
La prise en charge des blessés de guerre se fait essentiellement à la polyclinique des armées à Kati, dirigée par le colonel Adaman Kanté. Aujourd'hui, l'hôpital s'occupe des blessés de guerre comme des civils. Plusieurs pathologies sont soignées, comme certaines liées à la traumatologie, à la psychiatrie ou encore à l'ORL, toujours dans le respect et le maintien de la dignité des blessés. Nyanya Aliou Traoré y a fait un tour. Suivons son reportage. Bonjour Maïga, comment tu vas? Ça se passe bien? Ça va aujourd'hui? Tu respires bien? Polyclinique des armées de Kati. Nous sommes à l'unité ORL. Lui, c'est le commandant Ibrahim Boiré. Le patient du jour est le soldat Maïga, un blessé de guerre. Ici, c'est un cas de trauma cervical suite à une blessure par arme à feu. Ici, il a reçu carrément une balle en pleine région antéro-cervicale. Donc une chirurgie a été faite pour pouvoir faire une trachéotomie qui va consister à mettre carrément un trou sur la trachée et aboucher cette trachée à la peau. Donc c'est cet appareil-là, c'est ce dispositif-là qui est situé à ce niveau, qui lui permet de parler et en même temps de respirer. Nous sommes un jeudi, il est 9h et ici, à l'hôpital militaire de Kati, c'est un jour de consultation. Bonjour. Bonjour. Quel est votre visite? Je viens pour la consultation dentaire. Vous plaignez de saignement dentaire? Oui, des saignements. Du côté de l'unité d'Odonto, le commandant Abdrahman Salia Maïga a par contre une civile. Effectivement, en fait, 90% de nos patients sont des civils. Alors, les militaires qui viennent vous voir, oui. S'ils viennent du front, oui. Le plus souvent, la blessure, c'est quoi? Ils sont touchés où? Ok, généralement, c'est des cas de fractures dentaires qui sont fréquentes. Souvent, les dents ne sont pas conservables. Souvent, on est obligé d'extraire. Après, il faudrait penser à faire des prothèses. Ensuite, c'est des cas où on fait des contentions, c'est-à-dire qu'on essaye de coller, immobiliser les dents pendant une période de 45 jours. Ensuite, souvent, c'est des cas où il y a une fracture de la mandibule. En ce moment, on fait aussi une contention. On bloque souvent la mâchoire pendant 45 jours. Et quand il y a une consolidation, après, on lève la contention, les artères. La polyclinique des armées de Kati est l'un des fleurons de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons principalement deux catégories de blessures que nous recevons ici, à notre niveau. Il y a d'abord les blessures physiques qui ont des lésions apparentes. À côté de ces blessés physiques, nous avons des blessés psychiques qui sont des blessures qui sont invisibles. Moi, il a médecin chef, c'est le psychiatrie des armées. Le travail au quotidien des hommes et femmes rompus à la tâche sur place est en adéquation parfaite avec la devise des services des armées: prévenir, soigner et soutenir. Du côté de l'unité psychiatrique, dirigée par le colonel Ismaïla Makalou, cette devise est un sacerdoce. Il y a l'accueil, déjà il y a le service de major qui est là, c'est-à-dire tous les blessés qui viennent des régions et qui s'assoient d'autres organiques, avec les bulletins, c'est-à-dire le tri est fait en fonction. Voilà, cet espace est dédié à cela. Après, nous rentrons dans le cadre des hospitalisations. Il y a deux types d'hospitalisation, c'est-à-dire il y a sous contrainte parce que c'est des gens qui viennent souvent très agités, c'est-à-dire on les isole un peu, c'est-à-dire sous le sceau, c'est-à-dire des difficultés psychiques, des gens aussi qui ont des difficultés sur le plan psychique, mais de façon évolutive, où on peut les prendre là. À chaud, quand ils viennent, on sait déjà avec le bulletin quel est le malade qui va être hospitalisé, orienté, pris en charge de façon urgente ou pas. Après une évaluation du médecin ou des médecins, on décide de l'hospitalisation. Il y a deux typologies d'hospitalisation sous contrainte, c'est-à-dire les patients très agités qui vont nécessiter une médication pour les sédater pendant quelques temps, pour les permettre à parler et puis pour qu'on puisse les aider au mieux. L'autre côté, c'est l'hospitalisation libre, où on peut les hospitaliser sans problème, ils vont avoir les traitements qu'il faut, ils peuvent être évalués et les accompagner. Toutes les conditions sont réunies pour que les braves soldats mis en mal lors de leur mission au service du pays puissent regagner un jour ou l'autre le théâtre des opérations. En tous les cas, c'est le souhait émis par certains des blessés de guerre rencontrés lors de notre passage. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Dieu merci. Et la santé, ça va mieux aujourd'hui? Ça va mieux. D'accord. J'ai une fracture de la jambe droite. Au cours d'une mission à Ségou, on nous a évacués Kata Ségou Hôpital Bala. Ségou Hôpital Bala, où les premiers soins a évacué Kana Polyclinique là. Depuis le mois de novembre,
Depuis le mois de novembre, je suis hospitalisé ici à Kati. J'ai été blessé par une mine à Sikasso. Depuis mon admission, je bénéficie des soins et d'un accompagnement de qualité. Je tiens à remercier les autorités, particulièrement le président de la transition. Ça va beaucoup mieux? Oui, ça va. Voilà. Vous avez vu que le mi-face droite est criblé d'impact. Donc le blast secondaire, on va dire. Donc du coup, il y a eu une large perforation tympanique marginale. Donc une tympanoplastie du type 1 a été réalisée ici. Maintenant, je pense qu'il y a carrément une guérison complète. Normalement, on reçoit des cas de polytraumatisme ici, parce que généralement les lésions dues aux explosions, généralement c'est des cas de polytraumatisme où vous pouvez trouver plusieurs spécialistes peuvent se retrouver autour du même blessé, quoi. Voilà, donc c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Et là, on est avec le garde première classe Konaté, qui est l'un des rescapés de Boulkessi, de l'attaque de Boulkessi. Je remercie les autorités médicales qui nous suivent avec beaucoup de patience et de persévérance. Notre prise en charge totale est assurée par l'État, ce qui allège beaucoup le stress. On soutient le président de la transition pour ses efforts fournis pour le Mali. Dans la structure hospitalière, une unité dédiée entièrement à la traumatologie est fonctionnelle et très bien fréquentée. D'ailleurs, ce jour, le colonel Gaussou Fane procédait au contrôle d'un jeune soldat blessé à Boulkessi. Ce dernier retrouve petit à petit ses fonctions mobiles grâce au suivi du service de santé des armées. Voilà, à Samarana, ça c'est pour tester les forces musculaires. On avait 5 clinétos, c'est une corota. Ok, c'est bon. Effectivement, ça c'est fréquent. Après une intervention chirurgicale, c'est le quotidien des malades, c'est surtout les douleurs. Donc maintenant, il marche avec une béquille. L'objectif recherché, c'est qu'il retrouve l'état avant la blessure. Voilà sa mobilité normale. Chaque blessé a ses spécificités et la prise en charge s'adapte à chaque besoin selon le colonel Adama Kanté, directeur de la polyclinique des armées. À ces explications, les blessés franchissent plusieurs étapes de soins avant d'arriver à leur niveau. Nous avons des postes médicaux avancés qui sont sur le théâtre. En cas de blessure, par exemple, ils font les premiers soins, ils font les premières évaluations et ils font un compte rendu rapide. Maintenant, c'est en fonction de ce compte rendu que l'évacuation est programmée. Voilà, donc généralement, c'est des évacuations qui peuvent se faire soit par air, soit par terre. Il y a un deuxième cas d'évacuation, ça c'est les évacuations qui se passent également du poste médical avancé vers les centres médicaux de garnison ou bien les centres médicaux chirurgicaux de garnison. Dans ce travail-là, nous évoluons en parfaite collaboration avec les hôpitaux civils. Le colonel Kanté nous parle également du partenariat robuste entre la polyclinique et certains pays amis du Mali. Il arrive souvent que certains blessés graves soient, après les premières prises en charge ici, en fonction de l'évolution et en fonction des indications, sont souvent évacués soit sur la Tunisie, souvent sur le Maroc et même récemment souvent sur la Turquie. Et là, c'est aux frais de l'État. C'est l'État qui assure toutes ces prises en charge-là. La polyclinique des armées de Kati nourrit beaucoup d'ambition quant à la prise en charge des blessés. Des travaux sont en cours dans l'enceinte du bâtiment pour la création de nouvelles unités de soins, toujours dans le souci de servir les populations maliennes en général et les militaires en particulier. L'une des illustrations de la montée en puissance des FAMA est la reconquête de la ville de Kidal le 14 novembre 2023. De cette date à maintenant, les forces de défense et de sécurité maliennes multiplient les actions pour pacifier toute l'étendue de la 8e région administrative. Les autorités rappellent que ces opérations s'inscrivent dans une stratégie globale de sécurisation du territoire et invitent la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité en signalant tout comportement suspect. Les précisions avec Sidi El-Medi Ag Al-Baka. La 7e région de défense en prélude aux festivités dédiées au 65e anniversaire de notre armée nationale et républicaine mène des patrouilles régulières, des jours comme des nuits.
en ville comme en campagne, afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire visant à prévenir toute menace, rassurer les populations et maintenir l'ordre public. Cette patrouille rentre dans le cadre de la sécurisation des populations de leurs biens. C'est pour cela que nous faisons ce soir, comme d'habitude, ce n'est pas nouveau, nous le faisons très souvent, des patrouilles de très grande envergure pour que la population sache qu'effectivement, il y a des hommes et des femmes qui veillent sur eux et qui peuvent vaquer tranquillement à leurs activités au quotidien. La présence visible des FAMA témoigne de l'engagement des autorités à garantir la paix, la stabilité, la libre circulation des personnes et une volonté qui rassure les populations civiles de Kidal. Pas de patrouille. Ici, on ne sent pas qu'il y a des forces de l'ordre et un maintien de l'ordre à l'intérieur de la ville. Il y aura toujours des pilles de boutiques, des vols, ainsi de suite. Il faut vraiment que toutes les populations sachent qu'il y a vraiment la présence des forces de l'ordre à l'intérieur de la ville aussi bien qu'à l'extérieur de la ville. Là, ça nous rassure. Je viens de la brousse et alhamdoulilah, tout va bien. La présence de notre armée nationale est une grande assurance pour nous. Nous effectuons dans la quiétude totale nos activités grâce aux FAMA. Nous avons eu pour mission de faire une reconnaissance offensive dans le sud-est, aux alentours de Kidal. Maintenant, tout d'abord, en commençant par les checkpoints, on a commencé par des fouilles et après, arrivé dans les zones suspectes, on a fait débarquer nos éléments équipe EOD qui ont fait les checks des points suspects, donc nous avons pu traverser les Talwek. Après ça, nous avons pour mission de faire une reconnaissance offensive dans le but de neutraliser les 2 pick-up aperçus par la population. Donc notre mission, c'est de pouvoir neutraliser les 10 pick-up. En 8e région, les forces vives saluent cette initiative qu'elles jugent rassurante et nécessaire pour la stabilité de nos villes et campagnes. L'invité de cette page spéciale 20 janvier, le colonel-major Souleymane Dambélé, directeur de la DIRPA. Bonsoir mon colonel. Bonsoir. Alors, vous venez de suivre avec nos téléspectateurs des reportages sur la prise en charge des blessés de guerre, l'acquisition de nouveaux équipements, l'amélioration des conditions de vie des militaires avec des logements sociaux. Vos impressions sur les différents reportages? Je dirais merci pour cette série de reportages alors qui met en exergue vraiment la volonté des plus hautes autorités à rendre opérationnelles les forces armées maliennes, à les équiper, à rendre la vie des hommes plus agréable tant dans la vie sociale que sur le plan du travail. Le reportage sur les blessés de guerre montrent à suffisance, avec force, le prix humain de la souveraineté et de la sécurité nationale. Donc, c'est des reportages qui montrent vraiment la volonté des plus hautes autorités à prendre en charge médicalement, psychologiquement et socialement les blessés de guerre, alors qui ont consenti des sacrifices parfois irréversibles pour maintenir le flambeau malien. Donc il est important pour le commandement des forces armées maliennes de prendre en charge ces blessés de guerre et de les accompagner. Alors déjà, dans quel contexte le 20 janvier est-il célébré cette année? Le 20 janvier, c'est des moments de commémoration, des moments de reconnaissance pour ces pionniers de cette vaillante armée malienne. Et c'est aussi un moment de communion entre le peuple malien et son armée. Ce peuple qui a toujours su accompagner son armée depuis les premières heures de l'indépendance. Donc il est important que chaque année, que les forces armées maliennes célèbrent ces dévanciers qui ont fait de cette armée ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est une occasion aujourd'hui de mettre en valeur cette cohérence entre l'armée et son peuple.
Mon colonel, aujourd'hui, l'armée est présente sur l'ensemble du territoire national. Depuis quelques semaines, les terroristes ont changé leur mode opératoire en s'attaquant aux camions citernes. Quelle est la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, la situation par rapport à l'approvisionnement de nos principales villes en carburant est maîtrisée. C'est vrai qu'il y a quelques temps, les terroristes ont pu réussir quelques actions d'éclat qui ont été brillamment partagées par certains médias internationaux. Mais aujourd'hui, l'armée a pris le contrôle parfait de l'approvisionnement de nos principales villes et les escortes chaque semaine vont bon train et l'approvisionnement est assuré. Aujourd'hui, je peux dire que la situation est sous contrôle, les approvisionnements se font régulièrement, les militaires sont là pour ça et nous allons nous battre pour que le peuple malien puisse vivre en toute quiétude. Alors, quel doit être le rôle de la population dans cette lutte contre le terrorisme? La lutte contre le terrorisme n'est pas le seul apanage des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas une question d'armée ou de soldats. La lutte contre le terrorisme est une responsabilité de tous. Tout le monde doit s'y engager. Et le premier rempart de la défense d'une nation, c'est sa population. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la population doit contribuer dans la lutte contre ce terrorisme par le renseignement, par l'information. Mais aussi, il est important que cette population doit se barricader pour éviter que ces terroristes tiennent leur discours séparatistes, tiennent leurs narratifs qui sont de nature à mettre dos à dos la communauté. Il est important aujourd'hui que la population soutienne son armée. Merci, colonel-major Souleymane Damele, pour ces explications. Voilà, Nyanya Aliou Traoré, c'est ce qui met fin à cette page spéciale en prélude à la fête de l'armée qui célèbre demain 20 janvier ici même à la place d'armes du génie militaire. C'est 65 ans d'existence à travers un défilé militaire. À vous l'antenne pour la suite du journal. Merci Bemba Sibi. Célébration 20 janvier, toujours. Le génie militaire a bénéficié d'un important lot de matériel et d'équipements, renforçant ainsi ses capacités opérationnelles. Il s'agit des engins lourds pour les gros ouvrages et les moyens technologiques de guerre comme des robots de déminage et des drones. La remise symbolique s'est déroulée au Konsundiata de Kati, d'où nous retrouvons Garibou Pérou, Abdul Salam Bamara, Aruna Diarra. Des matériels de terrassement et de revêtement, des remorques de purification d'eau ainsi que des équipements composés de brouilleurs portatifs, de robots de déminage et de drones sont soigneusement alignés. L'ensemble dessine les contours d'une armée en pleine modernisation. Dans ces décors de puissance, symbole d'un Mali qui renforce son outil de défense, arrive le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef suprême des armées. Il passe en revue la troupe dans un moment chargé de symboles et de fierté. Dans la main du chef suprême des armées, une clé remise au chef d'état-major général des armées, elle ouvre la voie à une nouvelle étape pour le génie militaire, un corps dont la devise résonne comme un serment. Construire, parfois détruire, toujours servir. À travers cet acte symbolique, le président Goïta réaffirme son engagement constant en faveur du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes. Un engagement réfléchi, structuré et résolument tourné vers l'efficacité. Ces matériels et équipements ont été acquis sous le budget de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les équipements que vous remettez aujourd'hui, engins lourds de construction, matériel de sentiers et de routes, stations d'épurement d'eau, équipements de franchissement, de mobilité et de contre-mobilité, ou dispositifs de déminage. En dotant aujourd'hui le génie militaire de ces moyens modernes et adaptés, vous posez un acte fondateur
Vous donnez à nos forces les outils nécessaires pour tenir le terrain, sécuriser durablement les zones reconquises et accompagner le développement national. Vous démontrez une fois de plus que la souveraineté ne se proclame pas. Elle se défend, elle se construit et elle se mérite. Les forces armées maliennes, sous votre commandement, sont prêtes à relever ces défis historiques. Classés avec méthode tels des ouvrages précieux sur les rayonnages d'une bibliothèque, les matériels et équipements de dernière génération s'offrent au regard du président de la transition. Il les observe avec attention, marque des pauses, s'imprègne de chaque détail, comme dans un dialogue silencieux avec ces outils modernes destinés à transformer le quotidien opérationnel du génie militaire et au-delà celui des Fama dans leur ensemble. Nous devons vaincre militairement les groupes armés terroristes par la force légitime, la détermination et la supériorité opérationnelle. Dans le même temps, il faut convaincre les populations que l'État est présent, protecteur et porteur d'avenir, pour que les jeunes Maliens ne se laissent pas tromper par des vendeurs d'illusions. Enfin, nous devons continuer de nous transformer pour bâtir un État moderne, juste et fort, qui s'adosse à une armée professionnelle, polyvalente, enracinée dans les réalités nationales et tournée vers le développement. Désormais, plus d'obstacles pour ce corps stratégique. Renforcé et mieux équipé, le génie militaire est appelé à jouer pleinement son rôle, aussi bien sur les théâtres d'opération qu'au cœur des communautés. Construction d'infrastructures et réalisation des travaux d'intérêt public, appui aux forces engagées, le génie demeure un pilier essentiel au service de l'armée et des populations dans un Mali en quête de sécurité et de développement. Chaque route ouverte, chaque pont réparé, chaque piste réhabilitée, chaque ouvrage construit est une victoire silencieuse contre l'extrémisme. Là où passe le génie, l'ennemi recule et l'espérance renaît. En ce 20 janvier, journée dédiée à l'armée malienne, le génie militaire célèbre bien plus qu'une date symbolique. Il célèbre une montée en puissance, une reconnaissance et une confiance renouvelée. Grâce à la vision et à la détermination du président Goïta, il peut désormais encore mieux construire, parfois détruire, mais toujours au service de la nation malienne. Et cette autre remise, ce sont des bœufs aux forces armées de sécurité en appui à l'organisation des festivités, un don destiné aux troupes de Gao et Kidal, symbole de reconnaissance pour les efforts constants des Fama dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le geste est du Conseil supérieur des Imgad et alliés qui a une fois de plus honoré la tradition, le commentaire de Bokari Koulibaly. À l'occasion du 65e anniversaire de l'armée malienne, le Conseil supérieur des Imrad et alliés de Kidal et Gao a offert des bœufs aux forces armées maliennes. Un geste fort, symbole de l'attachement indéfectible des Imrad et alliés aux Fama. La donation est également une marque de reconnaissance aux efforts consentis par les forces armées maliennes dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Nous sommes là pour une remise symbolique en soutien aux Fama. À l'occasion de la fête de l'armée, nous avons apporté un soutien symbolique, comme d'habitude, et qui ne sera pas, Inch'Allah, le dernier. On est ensemble, on continuera toujours d'appuyer les FAMA, de soutenir les efforts de l'État. Nous encourageons toute la population malienne à soutenir les FAMA, à soutenir notre État. Que l'armée puisse faire le job pour lequel elle est sur le terrain, dans l'Indien. Et nous sommes avec elle aujourd'hui, demain. Cette œuvre caritative, loin d'être une première, constitue un appui de taille pour les bénéficiaires qui saluent unanimement cette initiative. Au nom des forces armées de sécurité, je les remercie sincèrement et je les rassure que les bénéficiaires sont reconnaissants envers eux
et que c'est vraiment un motif pour les soldats, encore une fois, de se requinquer en matière de morale pour faire face davantage à leur mission de sécurisation. Avant de prendre congé, les donateurs ont réitéré leur engagement et leur soutien aux autorités pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et le RTM vous propose demain, mardi 20 janvier 2026, un numéro spécial de votre émission Questions d'actualité sur l'armée malienne. Ce numéro fait un gros plan sur les défis de sécurisation et les nouvelles ambitions de notre outil de défense nationale. Nous vous proposons un extrait de ce débat animé par Sierra Bachi. La situation opérationnelle reste très favorable aux forces armées et de sécurité maliennes sur le terrain, malgré la fébrilité de l'environnement parfois. Aujourd'hui, nos actions terrestres, aériennes et spécifiques ont beaucoup attentionné l'ennemi, qui se trouve acculé aujourd'hui à des modes d'action de plus en plus asymétriques. On a vu l'usage des engins explosifs improvisés avec pression, ils ont quitté ça. Je crois qu'il y a des engins explosifs improvisés à effet dirigé le long des routes. On a observé des usages de drones. Des drones d'observation, des drones avec des fibres optiques. Et avec la pression qu'ils nous ont mise sur les terroristes, ils ont pratiquement abandonné un peu le discours militaire, ils sont orientés vers les actions, les pressions sur les populations. Les pressions sur les populations, quand on voit tous ces engins explosifs qui partent et qui nuisent beaucoup aux populations, même au-delà des forces armées maliennes. Et aujourd'hui, l'environnement dans lequel nous trouvons aujourd'hui, il faut le comprendre, c'est une évolution majeure de l'évolution de l'environnement et des modes d'action de l'ennemi. Les terroristes aujourd'hui, ils mettent la pression sur la population. On voit aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre issue. Aujourd'hui, ils sont dans des environnements forcés, ça veut dire quelque part, il manque de combattants. Aujourd'hui, ils sont versés dans l'économie criminelle, ils sont dans la quête des ACAT, forcer les populations à ça. Ils n'ont pas d'autre choix que de mener des actions comme ça. C'est une manifestation de faiblesse face aux attaques qu'ils subissent. Effectivement, c'est un aveu d'échec. Professeur Traoré, au terrorisme se greffe aujourd'hui la criminalité organisée, les trafics d'armes, de drogue et même d'êtres humains. Qu'est-ce qui explique cette situation à votre avis? Derrière ce groupe, nous avons plusieurs centaines de petites organisations qui viennent se greffer justement à ce groupe-là et qui ont souvent des bases arrières ici et là. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord au niveau des revendications, nous avons assisté à une évolution justement au niveau des revendications. Ça a commencé par des revendications de nature religieuse, de nature indépendantiste et tout. Et là, on assiste de plus en plus avec ce qu'on appelle au blanchiment du terrorisme, c'est-à-dire une volonté affirmée de déstabiliser nos États, l'outil de gouvernance, pour sans doute s'emparer du pouvoir public. Quand vous prenez le terrorisme dans sa définition initiale, ce qu'il y a d'essentiel dans la définition du terrorisme, c'est vraiment la notion de terreur. Depuis les années 2012, avec ce qui convient d'appeler aujourd'hui cette forme d'asymétrie, bien, il faut le dire, la mutation elle est très perceptible. Si bien qu'aujourd'hui, le visage du terrorisme, c'est aussi le visage du sien. L'armée répond-elle bien à cette mutation, à ce nouveau visage du terrorisme? Tout à fait, à en croire les explications développées par les techniciens de guerre. Les militaires eux-mêmes, on est bien en droit de penser effectivement que l'armée arrive à s'adapter à l'évolution de cette menace. Général Touré, par rapport aux équipements aujourd'hui, le Mali est-il sur la bonne voie à votre avis? Je vais vous citer. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. C'est le président français qui a dit Macron, qui vient de le faire il n'y a même pas 4 ou 5 jours. Quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. Je dis, mais comment est-ce qu'il peut dire ça pendant que nous, il nous empêche de le faire? Mais par rapport à ces équipements que nous recevons, les histoires d'instrumentalisation des droits de l'homme, mais ça rentre dans le cas de la guerre communicationnelle. La manipulation, ce n'est ni plus ni moins que ça.
À suivre demain après le journal de 20h. Sur un tout autre plan, atelier sur la stratégie de redynamisation de la recherche dans l'espace CAMES. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé la cérémonie. Retrouvons le reportage de Mamari Kone et Aliou Touré. La recherche scientifique, processus rigoureux et méthodique de production de connaissances et de création de savoir a toujours occupé une place de choix dans les politiques publiques des pays africains. À ce titre, l'éducation et la recherche constituent un facteur de puissance. Cependant, force est de constater que la recherche peine à déployer son potentiel sur le continent. C'est pourquoi les CAMES, en partenariat avec l'Union africaine et le gouvernement du Mali, ont initié cette rencontre à laquelle prennent part une centaine de participants, dont des directeurs de la recherche et de l'innovation, des responsables d'école, des experts et des bailleurs de fonds, entre autres. Les attentes de cet atelier fondateur sont grandes. Il s'agit notamment de discuter, amender, finaliser et opérationnaliser les documents structurels de la recherche dans notre espace commun, produits en amont par des experts, ainsi que le comité scientifique international de l'atelier. Ces documents seront par la suite successivement présentés à la réunion du comité consultatif général à Malabo, ainsi qu'aux prochaines journées scientifiques du CAMES à Lomé, avant d'être portés à l'attention du Conseil des ministres du CAMES pour adoption en mai 2026 à Libreville. L'Union africaine salue l'initiative de cette rencontre qui s'inscrit dans l'ambition collective de bâtir une Afrique fondée sur le savoir, l'innovation et la souveraineté scientifique. Redynamiser la recherche dans l'espace CAMES nécessite la volonté forte des politiques et des investissements conséquents. Il s'agit de créer un environnement où les talents peuvent s'épanouir et contribuer pleinement au développement de l'espace CAMES. En ouvrant les travaux de l'atelier au nom du président de la transition, le Premier ministre a salué le rôle essentiel du CAMES en tant qu'un centre de référence pour l'évaluation et la reconnaissance académique. Redynamiser la recherche dans l'espace CAMES à partir du Mali, dira-t-il, est une responsabilité collective et un choix d'avenir. La recherche scientifique est aujourd'hui plus qu'un impératif académique, elle est un enjeu de souveraineté, de résilience et de développement pour nos États. Pour le Mali, pays riche de son histoire, de sa culture et de son potentiel humain, la redynamisation de la recherche dans l'espace CAMES constitue une opportunité stratégique majeure. Cette rencontre renforce encore notre capacité à tenir debout malgré les difficultés. C'est aussi une force intérieure qui permet à nos chercheurs de continuer à produire du savoir malgré les crises, les conflits, les difficultés structurelles et parfois l'exode des compétences. Au programme de cette rencontre de 5 jours, une conférence inaugurale, des sessions parallèles des groupes de travail, une session plénière et une table ronde consacrée au financement de la recherche dans l'espace CAMES qui regroupe 19 pays. Et le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, intègre l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. La décoration qui consacre cette distinction lui a été remise ce matin en marge de l'atelier sur la stratégie de redynamisation de la recherche dans l'espace CAMES. Pour le Premier ministre, cette distinction honore l'engagement du gouvernement envers l'enseignement supérieur et l'éducation. Retrouvons Mamari Kone Aliou Touré. Nous vous faisons commandeur de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre chef du gouvernement, est ainsi admis dans l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'est en reconnaissance des efforts consentis par le Premier ministre dans le domaine de l'éducation et le développement de son pays. La nécessité pour le CAMES de marquer symboliquement sa reconnaissance à l'endroit de personnalités politiques, administratives et scientifiques, africaines ou étrangères, qui ont tout particulièrement contribué ou continuent de contribuer au rayonnement tant de l'ordre que des systèmes d'éducation, d'enseignement et de recherche en Afrique. Que la décision de vous attribuer le grade de commandeur de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES n'est pas le fait du hasard.
D'abord, faut-il le rappeler, vous avez été proposé par le secrétaire général du CAMES, qui, de ce seul fait, a porté témoignage favorablement des éminents services que vous avez rendus à votre pays et au CAMES. C'est avec une profonde gratitude et un sentiment d'humilité que le Premier ministre dit recevoir cette distinction de l'Ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, OIP CAMES. Cette haute distinction émanant d'une institution de référence pour la promotion de l'excellence académique et scientifique dans notre espace commun honore non seulement la personne que je suis, mais surtout l'engagement constant de l'État malien en faveur de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des ressources humaines de qualité. Je tiens ici à exprimer mes sincères remerciements aux plus hautes autorités du CAMES pour cette marque de reconnaissance qui constitue à la fois un encouragement et une responsabilité manifeste. Elle nous conforte dans la conviction que le développement durable de nos États repose fondamentalement sur le savoir, la science, l'innovation et la coopération universitaire. Permettez-moi d'associer à cet honneur son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, l'ensemble de la communauté universitaire malienne, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les étudiants, ainsi que tous les acteurs qui œuvrent, souvent dans des conditions exigeantes, à la construction d'un enseignement supérieur performant, inclusif et résolument tourné vers l'avenir. L'Ordre international des palmes académiques du CAMES a été créé en 2002. Il témoigne la reconnaissance du CAMES aux acteurs qui contribuent à son rayonnement et au progrès des systèmes africains d'éducation et de formation. Ouverture ce matin de la deuxième session ordinaire des évêques du Mali, une session qui porte sur la vie et le fonctionnement de l'Église catholique. La cérémonie était présidée par le ministre en charge des affaires religieuses, Dr Mahamadou Koné, que je vous invite à écouter au micro de Tchemoro Konaté. Je suis là à l'ACVC au nom de son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta et le premier ministre, Dr général de division Abdel Maïga. C'est dans le cadre de rendre hommage à nos frères chrétiens catholiques. Chaque année, c'est la session ordinaire des évêques qui s'ouvre ici à l'ACVC pour donner les grandes orientations à nos amis et nos frères chrétiens partout au Mali. C'est une session ordinaire qui a guise d'information et d'enseignement pour l'ensemble de la population malienne. Vous constatez bien qu'à chaque fois que nous sommes dans une session ordinaire, que nos frères évêques du Mali ne mettent pas de distinguo entre les chrétiens et les musulmans et ils ne parlent que du Mali et des Maliens. La religion ne fait que donner de la solidarité et de la convivialité entre les mêmes fils et les mêmes filles du Mali. Je lance cet appel à l'ensemble des religieux du Mali de faire autant. Et dans ce communiqué de presse, le secrétaire général de la Cour suprême du Mali informe l'opinion nationale et internationale qu'une délégation de la Cour suprême, conduite par son président par intérim, a pris part à la cérémonie officielle d'investiture du président de la République de Guinée, son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, le 17 janvier 2026 à Conakry. À travers cette présence, la Cour suprême du Mali réaffirme son attachement aux valeurs de respect des institutions, de continuité de l'État et de coopération judiciaire régionale. Lancement officiel à Niamey de la 15e édition de la foire des maraîchers de la région d'Agadez. Plusieurs produits agricoles locaux d'Agadez sont exposés. Aïchatou Bawa, Ousmane Sani Abdou nous amène visiter. À Niamey, les saveurs de la région d'Agadez sont à l'honneur. Le fruit de son savoir-faire agricole est exposé à travers plusieurs stands à la place de l'ex-petit marché de Niamey, marquant ainsi l'ouverture de la 15e édition de la foire des maraîchers de la région d'Agadez. Des agrumes aux légumes, ces fruits agricoles sont la vitrine du travail acharné de nos producteurs locaux. Les produits exposés ici, oignons, ail,
pommes de terre, bleues, agrumes, épices, plants, pépinières ne sont pas des simples marchandises. Ils sont la preuve matérielle que la souveraineté alimentaire n'est pas un slogan, mais une conquête. Selon toujours le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, l'abnégation et la détermination des producteurs de la région d'Agadez, région désertique par excellence, à faire de la souveraineté alimentaire une réalité dans notre pays, doit faire école aux populations des autres régions. Agadez, avec moins d'eau, moins de terres aménagées et des conditions naturelles plus rudes, a relevé le défi de la production. Alors, les régions abondamment dotées en eau et bénéficiant aujourd'hui du programme de grande irrigation n'ont plus le droit à l'inaction. Initialement prévu du 15 janvier au 15 février, soit un mois au grand bonheur de la population de Niamey, la 15e édition de la foire des maraîchers s'étalera cette année jusqu'en fin février, d'où sa particularité. Avec l'arrivée du Ramadan, les producteurs de la région d'Agadez ont décidé de prolonger la foire jusqu'en fin février, jusqu'à la fin du carême. Donc ça, c'est une information qu'on annonce à la population de Niamey. L'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 2 et le sultan de l'Aïr ont tous salué la tenue de cette foire placée cette année sous le thème « Consommons nos produits de l'espace AES ». Et au Burkina, le ministre de la Construction de la Patrie sur plusieurs chantiers de construction de routes. Au terme de la tournée, il ressorte que les chantiers accusent dans leur grande majorité des retards d'exécution. On en sait plus avec Hassan Gourabou et Sayouba Maboni. La journée du ministre de la Construction de la Patrie commence sur ce tronçon reliant la ville de Bois-du-Lasso au village de Léguéman. Long de 7 km 300, ce chantier affiche à la date d'aujourd'hui un délai consommé de 81,71% pour un taux d'avancement physique estimé à 53,10%. Plus loin sur un autre chantier, c'est le même constat. Nous sommes ici sur l'avenue Chalon en Champagne, sur l'axe qui mène au port sec. Ce chantier présente un taux d'exécution estimé à 44% contre un délai consommé de 85%. Un retard de chantier qu'on constate aussi sur ce chantier facilitant l'accès au CMA de Dafra. Le retard était dû à un manque de matériaux sur le terrain. Il faut savoir que quand même, à partir d'un moment donné, il y a eu une rupture de concassé dans la ville de Bobo et il fallait amener le concassé depuis Ouaga pour faire les travaux d'assainissement. Et comme vous le voyez sur notre chantier, les caniveaux sont contigus à la chaussée. Ça fait qu'il faut d'abord finir les caniveaux avant d'attaquer les structures de chaussée. Et c'est ce qui a entraîné tout ce retard. On a presque fini. Il reste seulement le revêtement et on pense que la semaine prochaine, on doit pouvoir commencer ça aussi. Donc je pense qu'on n'a pas de problème majeur. Tout va bien. Face au retard accumulé, le ministre de la Construction de la Patrie appelle les entreprises en charge des travaux à plus de responsabilités pour livrer les ouvrages de qualité et surtout à bonne date. Nous sommes dans une période actuellement où les travaux routiers, les travaux d'assainissement sont favorables. Et c'est pour cela qu'après nous avons voulu venir visiter ces chantiers majeurs-là et qui constituent en tout cas pour nous des chantiers prioritaires. Nous allons donner en tout cas des instructions fermes au niveau de tous les acteurs pour que en fait, les gens redoublent d'efforts pour achever les travaux dans les délais que nous leur avons donnés. L'objectif à travers cette sortie du ministre Sidibé vise à interpeller les acteurs, à accélérer les travaux afin de désengorger les grandes artères, améliorer la fluidité du trafic avant le début de la Semaine nationale de la culture prévue du 25 avril au 2 mai prochain. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes en édition spéciale de la lecture pour vous, à retrouver donc désormais dans vos librairies de publications collectives de Alfousseini Diawara et Jacqueline Konaté, enseignant-chercheur, et Boya Dambélé, magistrat, sur investigation criminelle numérique du bien numérique, du mal criminel, études et enquêtes. Les auteurs se penchent sur les cyberattaques qui se sont développées, le vol de données, leur usurpation et leur utilisation à des
fins malveillantes. De jour en jour, les bénéfices qu'on peut tirer de l'essor du numérique. Et c'est cette problématique des bienfaits et méfaits de cet essor qui sont abordés. Et la seconde publication s'intitule « Investigation criminelle ». L'enquêteur criminel fait face au dark web et à l'intelligence artificielle. Un ouvrage qui contribue à lever les peurs et doutes qui entourent l'intelligence artificielle. Elle permet surtout de se faire une idée claire des forces, des faiblesses, des avantages et aussi des inconvénients de cette nouvelle invention de l'esprit humain et d'avoir la certitude qu'elle ne la surclassera jamais. L'intelligence artificielle est un dérivé de l'intelligence naturelle, ce qui signifie qu'elle ne peut pas la dépasser, disent les auteurs. Le monde sportif en deuil. Seri Diarra a définitivement déposé le micro ce lundi 19 janvier 2026. Ces obsèques ont eu lieu cet après-midi. Le compte rendu de Bouraïma Diallo. Le monde sportif malien est de nouveau endeuillé. Seri Diarra, journaliste sportif, directeur des Tropiques Télé, s'en est allé à jamais. Ses parents retiennent de lui un homme exemplaire. Passionné des sports, Seri Diarra fait ses débuts à la radio Benkan en passant par le groupe Renouveau. Seri, c'est un ami, c'est un confident. Seri, c'est un conseiller. Nous perdons un grand professionnel, un homme engagé pour la presse, un passionné du sport et un passionné de l'information vraie, un bon collègue, un bon ami. Seri Diarra va beaucoup manquer au groupe Renouveau, au monde de la presse, précisément au monde de la presse sportive. Co-initiateur de la Supercoupe générale Assimi Goïta, Seri Diarra s'est illustré par son engagement au développement du sport au Mali. On peut retenir au niveau du département un journaliste engagé, un journaliste responsable et un journaliste qui avait l'amour de son travail. Une personne très très importante dans les dispositifs de l'organisation de la Supercoupe du président de la transition. Donc au nom du ministre Abdel Kassim Ibrahim Fomba, je présente mes condoléances à sa famille, aux journalistes sportifs et au peuple malien. J'ai beaucoup de souvenirs sur Seri, mais aujourd'hui, il n'est pas facile de parler. Donc je ne peux que faire la bénédiction que Dieu l'accorde son paradis à Seri. Nous mettons dans le cadre de la nature. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui nous a donné ces deux éminents journalistes et c'est lui qui vient de nous les arracher. C'est vraiment une épreuve difficile. Je retiens quand même de ces deux éminents confrères des journalistes engagés. Seri Diarra repose désormais au cimetière de Lafiaboukou. Dors en paix, chers confrères. Que son âme repose en paix. Amen. Et nous remercions nos téléspectateurs dans toutes les garnisons du pays au service du Mali. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Bonne suite de programme et très belle soirée sur ORTM1 et bonne fête de 20 janvier.